je pense qu'il faut arrêter de voir la sustainability, le RSE, on l'appelle comme on veut, mais comme étant un truc un peu laborieux qu'on doit s'imposer parce qu'en fait on nous le demande, etc. Moi, ce que j'ai compris en travaillant chez Suez et notamment en travaillant justement avec des entreprises de l'agroalimentaire, c'est que la gestion des risques environnementaux, la gestion de son empreinte, en fait, c'est préparer l'avenir. Et ça marche aussi évidemment pour tous les aspects sociétaux et sociaux d'une entreprise. Après, moi ce que j'ai un peu aussi compris chez Back Market, c'est ça, il y a plein de petites choses qu'on peut faire sur nos choix de consommation. En fait, moi je crois d'autant plus maintenant après mon passage chez Back Market au pouvoir du consommateur sur ces sujets-là. Évidemment que le régulateur doit aussi faire quelque chose. Évidemment que c'est pas tout ne repose pas sur nos épaules. Moi ça me rend folle aussi quand on dit c'est parce que les gens font n'importe quoi. Enfin, c'est pas. On n'est pas le consommateur n'est pas le seul responsable de ce qui se passe, très loin de là. Mais en fait, la façon dont on consomme a forcément un pouvoir sur ce que vont nous vendre les gens qui nous vendent des choses. Et je pense que oui, enfin, se poser les bonnes questions sur typiquement la tech. Est-ce que j'ai besoin d'avoir le dernier truc, le dernier cri C'est vraiment. J'avais eu une discussion avec quelqu'un qui me disait non mais du coup si on achète plus neuf, il y aura plus d'innovation. En fait, peut-être que l'innovation, c'est pas d'avoir de la reconnaissance faciale sur son téléphone, en fait. Peut-être que l'innovation, c'est l'éco-conception. Peut-être que, enfin, en fait, il y a plein d'autres formes d'innovation qui sont pas forcément une course vers des nouvelles fonctions. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, c'est Damien au micro aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Build a City for Good de Daphne. Alors on a décidé de lancer une nouvelle verticale dédiée à la sustainability et à l'impact. Et pour ce premier épisode, on s'est dit qui de mieux que toi, Camille Richard, Head of Sustainability chez Back Market, pour démarrer cette verticale. Bienvenue Camille. Merci. Et aujourd'hui à mes côtés, j'ai Pierre-Yves, cofondateur et partenaire chez Daphne, qui suit Back Market en tant qu'investisseur depuis de nombreuses années. Bonjour Pierre-Yves. Hello Damien, hello Camille. Bonjour. Alors pour démarrer, pour retracer un peu ton parcours, et tu me corrigeras bien sûr si je me trompe, parce que j'ai pris les infos de LinkedIn. Tu as fait tes armes chez Suez, avec quelques années en Amérique du Sud, et ça fait déjà 4 ans que tu es chez Back Market, du coup en charge de la sustainability. Et pour commencer, on a l'habitude de demander quelques informations sur notre invité. Qui tu es, d'où tu viens, un peu, si tu peux nous raconter un peu ton parcours, où tu as grandi, tes passions, tes loisirs. Ok, alors t'as déjà un petit peu résumé ce qui s'est passé depuis que j'ai commencé à travailler, mais moi j'ai grandi à Bordeaux, de parents biologistes, ce qui explique un petit peu, je pense aussi, pourquoi je fais ce métier aujourd'hui et qui l'explique d'autant plus que mes frères et sœurs travaillent aussi dans ce domaine-là. Je pense qu'assez jeune, on m'a parlé des sujets environnementaux, etc. Donc j'avais toujours un peu cette curiosité-là. Et après le lycée, un peu comme tout le monde, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai fait Sciences Po à Bordeaux. J'ai fait de l'analyse de risque et ce qui finalement en fait rejoint pas mal ce que je fais aujourd'hui aussi. Et après mon diplôme, j'ai eu envie de vivre à l'étranger. Donc j'avais fait mon échange universitaire au Mexique. Donc ça m'a donné envie de repartir en Amérique latine. Donc une petite année au Brésil, puis de nouveau le Mexique, et puis un jour la France m'a manqué. Et donc Suez, chez qui je travaillais à l'époque, m'a permis de revenir. Et donc voilà, donc je travaille, ça fait 12 ans que je travaille dans des métiers qui sont proches de sujets environnementaux. J'adore ça. Je ne suis pas fataliste, parfois pessimiste, mais jamais fataliste. Je pense que on peut arriver à changer les choses. Et j'ai la chance de travailler aujourd'hui dans une entreprise qui cherche à changer les choses. Donc c'est hyper excitant, c'est extrêmement intéressant. Et puis après, ce que j'aime faire dans la vie, j'aime me promener, j'aime aller au cinéma. Je pense que comme beaucoup de gens, quoi. Et des belles activités. Mais j'évite de lire trop de sujets environnementaux ou de films environnementaux pendant mes week-ends. Je considère que ça occupe suffisamment mes semaines. Je te comprends, sinon c'est un peu déprimant. Et du coup, avant d'aller un peu dans ce que tu fais chez Back Market, tu faisais quoi chez Suez ? J'ai fait plusieurs choses. En fait, à la base, quand j'ai postulé chez Suez, j'avais 2 critères.
C'était l'environnement et l'Amérique latine. Donc j'ai eu la chance d'avoir un VIE à São Paulo au Brésil en marketing, qui était un terrain complètement connu pour moi. Je me rappelle avoir acheté le marketing pour les nuls en sortant de l'entretien, que je n'ai pas ouvert. Donc, et en fait, j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai travaillé 1 an au Brésil en marketing. Après, je suis parti au Mexique aussi avec Suez, où là, j'ai fait encore du marketing, de la communication. J'ai commencé à faire aussi un petit peu de business development, plus sur la partie traitement d'eau municipale. Donc, moi, mon idée derrière rentrer chez Suez, c'était à l'époque, il n'y avait pas tellement beaucoup de masters spécialisés sur les sujets environnementaux, etc. Donc, je m'étais dit, en rentrant dans un groupe comme ça, je vais réussir à me former un peu sur le tas, sur tous ces sujets, sur la question de l'eau, des déchets, etc. Donc, au Mexique et au Brésil, j'ai beaucoup travaillé du coup sur l'eau et sur le secteur municipal. Et puis ensuite, je suis rentrée à Paris. Enfin, je me suis installée à Paris puisque je n'avais encore jamais vécu. Et puis, j'ai continué à faire un petit peu de marketing sur l'eau encore, et j'ai eu la possibilité de commencer à faire du business development, notamment pour le secteur de l'agroalimentaire. Et donc j'ai commencé à travailler sur ces problématiques-là de gestion de l'eau, de déchets, sur ces métiers-là. Donc c'était absolument passionnant. Et puis en 2016, je crois, j'ai pu intégrer l'équipe de développement durable de Suez. Où là je me suis formée sur les sujets vraiment ESG, sur les sujets carbone aussi, que j'avais assez peu abordé auparavant, et en fait je me suis rendu compte que c'est un petit peu ce que j'avais cherché à faire en fait depuis le début sans vraiment savoir ce que c'était. Et donc donc je suis restée encore quelques temps dans cette direction. J'ai beaucoup travaillé avec les clients industriels de Suez aussi pour les accompagner sur leur stratégie de développement durable. Et puis ensuite, j'ai eu envie de changer de monde. Et donc, je suis passé du grand groupe à Back Market, donc d'une équipe de 90 000 personnes à une équipe de 150 personnes. Donc, comment on fait ce changement? Comment tu fais ce changement de paradigme où tu passes d'un grand groupe international à une société qui est en plein développement, même si c'est des sujets très forts environnementaux? Alors... sur le plan pratique, ça passe par aller harceler les fondateurs à Change Now. Ça marche bien. Non, en fait, j'avais fait les 9 premières années de ma carrière chez Suez en faisant des métiers différents, en faisant des pays différents, etc. Donc, j'avais quand même vu pas mal de choses, mais j'avais envie de tester quelque chose d'un peu plus petit. Et il se trouve qu'à l'époque, j'étais déjà cliente de Back Market. Et j'ai vu passer une annonce tout simplement sur LinkedIn qui en fait cherchait quelqu'un pour bosser là-dessus. Et donc j'ai postulé, je suis allé à Change Now, je suis allé les voir à Change Now, je suis allé attendre à l'époque Vianney à une sortie de conférence pour lui dire voilà, je t'ai envoyé mon CV, etc. La groupie. Voilà. Et je les ai aussi convaincus qu'ils avaient besoin d'un profil senior pour ce rôle-là. Et puis, en fait, après, tout est allé très vite. J'ai passé des entretiens et ça a super bien fité avec les gens que j'ai rencontrés. Et puis voilà. Et après, je pense que c'est plus facile de passer d'un grand groupe à une petite structure que l'inverse. Oui, c'est vrai que j'imagine. J'ai moins d'exemples de l'autre côté. Il y a moins de politique, il y a moins de... c'est plus horizontal, c'est un peu plus simple, ouais. Et c'était le bon moment pour toi ou pour Back Market d'avoir un Head of Sustainability? Parce que c'était quoi? C'était 2020? Ouais, c'était début 2020. Alors, c'est vrai que c'était une création de poste, donc ça peut sembler un petit peu étrange pour Back Market, qui est ce qu'on appelle une boîte Impact by Design, puisque l'externalité positive de Back Market, c'est d'éviter des impacts environnementaux. Je pense qu'il y avait un petit peu... un petit peu le péché originel en fait de ces boîtes-là, c'est de se dire, en fait, on a un modèle impact, donc on n'a pas vraiment besoin d'avoir quelqu'un qui vient un peu harmoniser tout ça. Et donc, et c'est vrai que les premières années, donc ça faisait déjà 6 ans que Back Market existait, et je pense que le besoin est monté progressivement. Et puis, il y a aussi une question de la boîte grossit, il y a des obligations différentes, il y a des attentes aussi différentes de la part des employés. Et donc, je pense que pour eux, ça a été un moment où ça commençait à devenir nécessaire. Il y avait plein d'initiatives qui existaient, mais personne pour mettre ça en musique. Et je pense que c'est ça qu'ils cherchaient à la base.
Et puis voilà, qu'on les conseille, qu'on les accompagne, qu'ils sont en train de faire les bons choix sur ces sujets-là, c'est les bons partenaires, etc. Et moi, de mon côté, c'était juste de me dire, il fallait que je sorte du nid Suez pour aller voir ce qui se passait ailleurs. Et Back Market, c'était absolument parfait pour plusieurs raisons. Déjà, parce que entreprise à impact, donc en termes d'alignement de valeurs, etc., c'est à peu près le luxe absolu quand on fait un métier comme le mien. Et puis, il y avait aussi ce côté très excitant de on va sortir les trucs de terre. Donc, il y avait tout à faire, tout à structurer. C'était un petit peu terrifiant au début parce que, en fait, moi, j'avais toujours été encadré, donc c'était un petit peu c'est moi qui décide, on y va. Et en fait, ça a été absolument génial de prendre ces décisions-là. Et puis, j'ai toujours eu chez Back Market une énorme liberté pour choisir les projets, décider ce qu'on allait faire, quelle était la prochaine étape. Il y avait toujours une conscience là-dessus. Et puis, ça a tout son sens aujourd'hui chez Back Market, puisque moi, je décris toujours un petit peu mon job en me disant que j'ai un peu trois missions. C'est-à-dire, j'ai la partie compliance, évidemment, où là, je travaille beaucoup avec des investisseurs comme Daphné, justement, qui sont assez avancés sur ces sujets-là. Et puis après, il y a toute une partie advocacy sur l'impact de la tech, qui est un sujet qui est encore assez méconnu. Et puis, il y a quand même aussi une partie innovation business pour Back Market, où on a développé pas mal de choses, des projets qui sont partis en fait de l'équipe Sustainability, parce qu'on a cette liberté-là de proposer en fait chez Back Market, quoi. Et si on extrapole un petit peu sur les autres startups indépendamment de Back Market, c'est le poste de Head of Sustainability commence à apparaître dans certaines sociétés qui sont pas by design, comme tu le disais, orientées vers l'impact. Il y a un bon moment dans ce que tu vois dans l'écosystème startup pour se poser la question d'avoir un Head of Sustainability ou d'essayer d'aligner son business model avec la durabilité. Alors moi, ce que je recommande toujours dans ce genre de cas, c'est plutôt le mieux. C'est toujours plus difficile de faire un créneau avec un paquebot qu'avec une petite embarcation. Donc c'est vrai que en fait, je pense qu'il faut arrêter de voir la sustainability, le RSE, on l'appelle comme on veut, mais comme étant un truc un peu laborieux qu'on doit s'imposer parce qu'en fait on nous le demande, etc. Moi, ce que j'ai compris en travaillant chez Suez et notamment en travaillant justement avec des entreprises de l'agroalimentaire, c'est que la gestion des risques environnementaux, la gestion de son empreinte, en fait, c'est préparer l'avenir. Et ça marche aussi, évidemment, pour tous les aspects sociétaux et sociaux d'une entreprise. Par exemple, si on a un taux de turnover des employés qui s'affole, en fait, on est en train de mettre en péril la transmission des connaissances au sein de l'entreprise, etc. Je connais des entreprises où ils embauchaient des retraités de l'entreprise parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à garder suffisamment les jeunes générations et donc à faire en fait cette espèce de passation. Donc, il faut plutôt voir ça comme une façon de pérenniser l'activité, puisque en fait, c'est une analyse des signaux faibles, en fait, plus que quelque chose qui est juste là pour faire joli. Et puis, c'est aussi potentiellement une possibilité de trouver des nouvelles opportunités business aussi, puisque aujourd'hui, ça devient quand même un vrai sujet. Donc moi, ce que je recommande, c'est plutôt de commencer le plus tôt possible pour que ça soit intégré tout de suite dans la gouvernance de l'entreprise parce qu'après, c'est très difficile de plaquer des modèles sur quelque chose qui est déjà très ancré, très structuré. De devoir défaire et refaire, c'est plus compliqué que de Exactement. bien faire, en tout cas du mieux possible la première fois. Mais on est assez aligné sur la vision où l'ESG, sustainability, etc., c'est pas des rôles qui doivent se cantonner à la compliance. Il y a un énorme enjeu d'innovation et de pouvoir, comme tu le disais, identifier tous les signaux faibles et pouvoir créer de la valeur finalement extra-financière et financière en même temps pour la boîte concernée, quoi. Ouais, exactement. Oui, puisque je retiens de ce que tu dis sur la durabilité, c'est que la durabilité, on en parle dans les sustainability, mais c'est la durabilité de la société elle-même. En fait. Exactement. C'est Très vraiment long terme, le très long terme, la vision de très long terme. La définition de développement durable, alors j'ai un trou sur l'auteur de cette définition, mais c'est celle qui est sur Wikipédia. C'est en gros, permettre aux générations futures de vivre en fait d'une façon équivalente à la nôtre, de préserver les ressources, etc. Et c'est complètement quelque chose qu'on peut plaquer sur l'entreprise, en fait. C'est permettre en fait à l'entreprise d'exister demain et après-demain en étant toujours mieux, et donc c'est vrai que on oppose toujours profitabilité et durabilité en disant voilà, il y a un truc
les petites fleurs contre la réalité de la vie, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire chez Back Market, c'est de montrer que profitabilité et durabilité, c'est un modèle en fait qui est robuste et qui peut emmener loin. Et c'est hyper intéressant et ça découle un peu, notre prochaine question découle un peu là-dessus, c'est est-ce que du coup c'est plus simple d'effectuer un peu le travail que tu fais dans une boîte où l'impact il est au cœur du business model, ou est-ce que en fait les enjeux sont tellement énormes qu'en fait c'est à la fois plus complexe mais plus grisant? Moi je pense que c'est beaucoup plus facile en effet de faire ça dans une entreprise comme Back Market, ou ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on m'a quand même laissé beaucoup de liberté. Il y a toujours un challenge, quel que soit le type de boîte, sur le côté vision long terme versus vision court terme business. Ça, c'est toujours un challenge, peu importe en fait le type d'entreprise dans laquelle on est. Mais globalement, c'est beaucoup plus simple. Pour plusieurs raisons. Déjà, voilà, on est en face de gens qui comprennent en fait que l'impact c'est important et que ça fait partie de ce qui différencie l'entreprise des concurrents aussi. C'est le cas de Back Market. Hein. On n'est pas les seuls à vendre du reconditionné, mais on est les seuls à être dédiés au reconditionné, à vraiment chercher à avoir un meilleur impact, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est important. Et puis, quand on fait un métier comme le mien, c'est quand même très très agréable d'être dans une boîte qui a des valeurs avec lesquelles on est aligné, où on n'a pas besoin de mentir, on sait qu'on n'est pas en train de faire du greenwashing, etc. Donc c'est pour ça que c'est plus facile. Après, il y a plein de boîtes qui ne sont pas du tout impact by design, etc., qui sont des boîtes qui sont persuadées que le futur il est aussi dans la sustainability et qui ont très bien compris que s'ils voulaient se pérenniser, il fallait qu'ils adoptent une stratégie plus durable. Dans des clients qu'on avait à l'époque chez Suez, justement, de ce milieu de l'agroalimentaire, on était face à des viticulteurs qui travaillaient déjà sur les questions de stress hydrique, de comment ils allaient utiliser la smart irrigation pour pallier en fait à ce qui arrivait. Il y a plein de... Il y avait plein déjà et je parle de ça il y a 10 ans, donc il y avait plein d'initiatives qui n'avaient rien à voir avec une quelconque philanthropie. C'était aussi une gestion des risques, c'était moins de coûts, moins de risques, en ayant une approche durable en fait. C'est vrai que pour toutes les boîtes un peu plus matures, ça rejoint très rapidement la gestion des risques et anticiper finalement les changements futurs. Voilà, les changements climatiques, on sait où on en est aujourd'hui et les risques qui en découlent. Donc en fait, c'est aussi pouvoir s'adapter finalement aux conditions futures et éviter au maximum qu'elles adviennent. Mais c'est ce que je disais sur le long terme versus court terme. C'est toujours très difficile en fait, parce qu'évidemment, en fait, il y a des investissements qui peuvent être nécessaires quand on met en place une approche durable d'un business. Et en fait, il faut arriver à voir le long terme, qu'en fait, c'est des investissements qui vont être amortis, c'est sûr. Et donc c'est ça en fait, il faut arriver à un peu, je pense, selon le type d'entreprise, c'est plus ou moins facile de vendre cette idée on va prendre des décisions aujourd'hui qui vont en fait avoir porter leurs fruits dans 5, 10 ans, 20 ans, et il faut qu'on soit OK avec ça. Et après 4 ans chez Back Market, tu as toujours cette conviction autour du reconditionné, ça n'a pas, tu n'as jamais eu aucun doute? Jamais. Jamais. Non, jamais. Enfin, je travaille, du coup, je suis devenu, j'ai commencé à vraiment creuser les sujets, l'impact de la tech, dont j'avais assez peu d'idées, en fait, en arrivant chez Back Market. Oui, j'achetais déjà chez Back Market, donc j'avais cette intuition qu'il fallait arrêter d'acheter du neuf sur la tech, etc. On entendait parler des terres rares, etc., etc. Et ça fait après 4 ans dans ce domaine, je me dis, c'est la meilleure solution qui existe, c'est un petit peu la solution parfaite entre guillemets. Donc il y a plein de choses encore sur lesquelles on doit progresser, mais c'est celle en fait qui permet d'expliquer aux consommateurs que avoir une approche durable, ça veut pas dire faire des sacrifices en fait. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup, les amis, les machins, la chandelle, de toute façon, si on veut être écolo, faut retourner vivre dans des grottes, etc. En fait, le reconditionné, c'est un très bon exemple de ce qui peut être fait sans douleur et qui a vraiment un impact en fait concret sur pour un petit peu améliorer
l'impact global que la race humaine a sur la planète, quoi. Non, mais tu as parfaitement résumé notre thèse d'investissement de départ sur le consommer mieux plutôt que le consommer moins. Et c'est vrai que Thibaut nous dit souvent dans les réunions internes, en fait, il nous dit on n'est pas là pour faire grossir le marché. On est là pour prendre des parts de marché sur le neuf parce que c'est ça qu'il faut chercher à faire. Et puis ça peut être déployé à l'échelle rapidement pour que, en gros, tout le monde consomme des produits électroniques. Donc on peut tous finalement aller vers du reconditionné très rapidement, quoi. Très simplement. Oui, et économiquement. et puis ce que je dis, c'est en fait, c'est sans nous là. Alors oui, parfois ça marche un petit peu moins bien, mais en fait, comme il y a des conditions. En fait, l'idée de back market de base, c'est de donner exactement la même expérience client. Donc on peut avoir aussi des problèmes avec des produits neufs. L'important, c'est que derrière il y a un service client, qu'en fait on soit remboursé, etc. Et tout ça, c'est des choses qui existent chez back market. Moi, j'avoue que moi, j'ai jamais eu de problème avec ce que j'ai acheté chez back market. J'ai toujours eu une expérience géniale. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est-à-dire que c'est pas acheter seconde main, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on sait jamais en fait si on va retrouver le vendeur, si dans 6 mois on a un problème, etc. Là, en fait, tout est pris en charge. Et donc on est sur un win-win en fait entre qualité, prix et durabilité. Donc pourquoi s'en priver, quoi. Je vais sur la partie de corporate de back market est devenu entreprise à mission, est devenu B Corp, etc. Tu as un retour d'expérience un petit peu sur ces étapes-là parce que c'est des choses que tu as vécues sur ces dernières années. Alors, je pense que ça a été hyper enrichissant. Alors, je sépare un petit peu les deux parce que c'est des process qu'on a menés ensemble qui ont plein de ponts, mais il y a